Vous écoutez les podcasts de Medinoc dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à mieux comprendre les spécificités comptables et fiscales de votre activité libérale, que vous exerciez en entreprise individuelle ou en société, afin de sécuriser votre gestion et de mieux piloter votre trésorerie. Lorsque vous exercez en tant que médecin libéral, vous n'êtes pas seulement un soignant, vous êtes aussi un chef d'entreprise avec des obligations comptables, fiscales et sociales précises. Une bonne compréhension de ces règles vous permet de respecter le cadre légal, d'éviter des sanctions financières, mais aussi de mieux anticiper vos charges, vos investissements, votre retraite et, le moment venu, la transmission de votre activité. C'est donc un sujet central pour la pérennité de votre exercice. Commençons par le cas le plus courant, celui de l'entreprise individuelle. En tant que médecin libéral, vos revenus relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux que l'on appelle les BNC. Deux régimes fiscaux sont possibles selon votre niveau de recettes. Si vos recettes dépassent 77 700 €, vous relevez obligatoirement du régime de la déclaration contrôlée, que l'on appelle aussi le régime réel. Ce régime impose une comptabilité simplifiée mais structurée. Si vos recettes restent en dessous de ce seuil, vous pouvez relever du régime micro BNC. Dans ce cas, vos obligations comptables sont allégées et votre revenu imposable est calculé après un abattement forfaitaire de 34% sans avoir à détailler l'ensemble de vos dépenses. Sur le plan comptable, l'entreprise libérale médicale a une particularité importante. Vous pouvez tenir une comptabilité de trésorerie. Concrètement, cela signifie que vous enregistrez vos recettes et vos dépenses au moment où l'argent est effectivement encaissé ou payé. Cette comptabilité repose sur deux documents obligatoires. D'abord, le livre journal des recettes et des dépenses, dans lequel vous devez enregistrer quotidiennement toutes les opérations, qu'il s'agisse des honoraires encaissés, des consultations réalisées ou des charges réglées. Ensuite, le registre des immobilisations et des amortissements qui permet de suivre vos investissements, par exemple le matériel médical ou les équipements informatiques. La facturation est également un point de vigilance. Chaque acte médical doit être facturé avec des informations précises comme le nom du patient, la date des soins, l'acte réalisé et le montant des honoraires. Vous devez conserver une copie de chaque facture. En parallèle, l'ensemble de vos dépenses professionnelles liées à l'activité médicale, comme le loyer du cabinet, le matériel, les assurances professionnelles, les cotisations sociales ou la formation continue, sont en principe déductibles de vos revenus. Sur le plan fiscal et social, plusieurs obligations s'imposent à vous. La déclaration de vos bénéfices non commerciaux se fait via le formulaire 2035 si vous êtes au régime réel ou via le formulaire 2042C si vous êtes au micro BNC, avec une transmission annuelle à l'administration fiscale. Concernant la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, les actes médicaux sont en général exonérés dès lors qu'ils ont une finalité thérapeutique. Toutefois, certaines activités connexes, comme des consultations non médicales, des expertises ou certains remplacements, peuvent être soumises à la TVA. Vous êtes également redevable de la cotisation foncière des entreprises, la CFE, qui est une taxe locale basée sur la valeur locative des locaux professionnels. Enfin, sur le plan social, vous devez cotiser auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'URSSAF, pour les cotisations maladie, maternité, allocations familiales et contributions sociales, ainsi qu'auprès de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, la CARMF, pour la retraite et la prévoyance. Certaines dépenses peuvent par ailleurs ouvrir droit à des réductions ou crédits d'impôt, notamment en matière d'investissement ou de formation. Passons maintenant au cas où vous exercez en société. Plusieurs formes juridiques sont possibles. La société d'exercice libéral, que l'on appelle SEL, permet de mettre en commun les moyens, la patientèle et les honoraires. Elle peut prendre différentes formes comme la SEL-ARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, la CELAS, Société d'exercice libéral par action simplifiée, la CELCA, Société d'exercice libéral en commandite par action, ou encore la CELAFA, Société d'exercice libéral à forme anonyme. La SEL est soumise à une comptabilité commerciale complète, dite d'engagement. Les recettes et les dépenses sont enregistrées au moment où elles sont engagées et non lors du paiement effectif. Cela implique la production d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe comptable,
ainsi que le suivi précis des immobilisations et de leurs amortissements. La responsabilité des associés est en principe limitée aux apports, sauf cas particuliers. La société civile professionnelle, la SCP, permet à plusieurs médecins d'exercer ensemble. Elle repose aussi sur une comptabilité d'engagement avec bilan, compte de résultats et annexes. En revanche, la responsabilité des associés y est indéfinie et conjointe, ce qui constitue un point de vigilance important. La société civile de moyens, la SCM, a une logique différente. Elle sert uniquement à partager des charges communes, comme le local, le matériel ou le personnel. Elle ne génère pas de revenus. Sa comptabilité est donc simplifiée, centrée sur les recettes et les dépenses, sans obligation de bilan détaillé. Quelle que soit la forme de société, certaines obligations comptables restent constantes. Vous devez tenir un livre-journal, un grand livre et une balance des comptes, ainsi qu'un inventaire des immobilisations avec un amortissement des biens selon leur durée de vie. Le régime fiscal dépend ensuite de la structure choisie. La SEL est en principe soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de 25%. Les dividendes versés aux associés sont soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30%. Les rémunérations des médecins associés sont déductibles du résultat imposable. Une option temporaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu reste possible dans certains cas. La SCP relève en principe de l'impôt sur le revenu, chaque associé déclarant sa part de bénéfice dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Une option pour l'impôt sur les sociétés reste toutefois possible. La SCM, quant à elle, n'est pas soumise à l'impôt sur les bénéfices, puisque chaque associé déclare ses revenus après répartition des charges. Les charges sociales varient aussi selon votre statut. En tant que médecin associé, vous devez cotiser à l'URSSAF et à la CARMF. Si la société emploie des médecins salariés, les cotisations sociales salariales et patronales s'appliquent sur les salaires versés. Enfin, certains dispositifs peuvent améliorer votre gestion. Les investissements en matériel peuvent être amortis sur plusieurs années, ce qui permet de lisser leurs coûts et de réduire l'assiette imposable. L'adhésion à une association de gestion agréée appelée AGA ne donne plus droit à une réduction d'impôt pour les revenus récents, mais les frais restent déductibles et l'adhésion peut faciliter certains contrôles ou démarches de financement. Pour conclure, retenez quelques points clés. D'abord, le choix du régime fiscal conditionne fortement votre gestion et votre trésorerie. Ensuite, la tenue rigoureuse de la comptabilité est indispensable même lorsqu'elle est simplifiée. Par ailleurs, la forme juridique de votre exercice détermine vos obligations comptables, fiscales et sociales. Enfin, une anticipation des charges, des investissements et de la fiscalité reste un levier majeur de sécurisation de votre activité. Merci d'avoir suivi ce podcast. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.